qu'en tant qu'attaquant, je vais aller envoyer donc un fichier infecté, donc un fichier Word, des plus classiques, qui aura pour but en fait d'aller infecter la machine. Email, donc totalement classique, avec bien sûr notre pièce jointe. Le fond d'écran a changé, je peux plus du tout lire mes images, je ne peux plus rien faire. Salut Tristan, comment vas-tu? Salut Wakid, ça va très bien et toi? Super. Alors avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter à la communauté? Eh ben, bonjour tout le monde, merci de m'accueillir sur cette présentation qu'on avait déjà faite aussi ensemble plusieurs fois. Donc je suis Tristan Manzano, je suis donc cofondateur et directeur général d'une entreprise de cybersécurité. Principalement, voilà, on fait de la cyber en général, donc tout ce qui va être infrastructure réseau, sécurité, tests d'intrusion, red team, analyste SOC, on a un centre d'opération de sécurité et bien sûr du forensic qui va avec. Voilà, vraiment de la sécurité en 360. Et à côté de ça, donc je suis pur geek, pur passionné, pur drogué de l'informatique en général. Donc voilà, heureux de partager aussi avec vous ce soir bah, ce que je vois au général et ce que je fais de mes journées. Je pense on est tous drogués par ce domaine et c'est ce qui nous rassemble. C'est le point Exactement, positif. exactement. Pour rentrer directement dans le fond du sujet, est-ce que tu peux expliquer à la communauté ce qu'on va faire? Alors pour faire très simple, donc bien sûr, on va faire de l'analyse forensique sur un ransomware. Donc voilà, tout est réalisé dans un environnement virtuel, tout a été développé par mes soins. Le ransomware est un petit ransomware que j'ai fait, donc j'ai reconstitué le comportement d'un ransomware sans bien sûr en utiliser un déjà connu. Le but était de pouvoir maîtriser encore une fois ce ransomware, savoir ce qu'il allait faire et comment il allait le faire. Et le but donc va être de pouvoir envoyer le mail à une personne en faisant un peu de social engineering sur cette adresse mail. Une fois que le ransomware est déployé, donc chiffrement des fichiers, et après on fait une analyse forensique, on va dire le plus proche possible de l'état de l'art, c'est-à-dire que dans les règles, avec le bon comportement à adopter, pour pouvoir en fait retrouver des traces de ce malware, enfin de ce ransomware, et de pouvoir essayer de retrouver la source, tout simplement. Ouais, en gros, on va faire comme si on était en production, comme si on t'appelait, on te disait qu'il y a une machine en production qui a été infectée par un ransomware, on ne sait pas d'où ça vient, et ton objectif, ça sera d'analyser et voir le point d'entrée, c'est bien ça? C'est à peu près ça en fait. On va bien sûr on ira un peu plus vite dans le cadre de cette vidéo. Faut savoir que les analyses forensiques en général peuvent prendre plusieurs heures, jours, voire même semaines et j'en passe. Donc là on va faire les choses de façon assez accélérée, mais on va dire dans l'ensemble oui c'est ça. Est-ce que tu peux nous présenter le lab? Bien sûr. Donc nous avons un ordinateur des plus classiques qu'on peut avoir, qu'on peut retrouver tout simplement dans une entreprise, donc avec des fichiers PDF, des fichiers Word, quelques images, des fichiers Excel, et ainsi de suite. Donc là, par exemple, si on prend donc des fichiers Excel, on ouvre tout simplement le fichier et on se retrouve avec donc du contenu, des documents euh, d'entreprise en général, bien sûr. Donc on a de tout, on a vraiment de tout. Donc tout fonctionne très très bien. Je peux lire mes fichiers, je peux les consulter. Donc bien sûr, tout ça, ça a été, on va dire, c'est totalement fictif, mais voilà, tout est fonctionnel. J'ai même mes petites images de chatons. Voilà, donc j'ai des photos de chats que j'apprécie et qu'on peut lire sans problème. Donc mon petit fond d'écran. Euh, donc voilà, tout ça fonctionne très bien en environnement de travail des plus classiques. On a bien sûr aussi un antivirus. Donc là, j'ai choisi de passer sur Avast, parce que c'est un antivirus quand même qui est assez connu sur le marché. Euh, voilà, absolument rien contre Avast ou contre d'autres, vraiment, voilà, j'ai juste voulu partir sur quelque chose de très connu. Donc l'ordinateur, voilà, il nous dit bien qu'il est protégé, que c'est bien installé. On a aussi donc un pare-feu, donc pare-feu d'activer, jusqu'ici pas de problème. Comme toute entreprise, je vais pouvoir aller consulter mes emails. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'en tant qu'attaquant, je vais aller envoyer donc un fichier infecté, donc un fichier Word, des plus classiques, qui aura pour but en fait d'aller infecter la machine. Donc à partir de là, je reprends mon terminal. Donc à partir de maintenant, je vais pouvoir donc envoyer un email, donc usurper entre guillemets un nom de domaine, voilà, qui ne m'appartient pas, que je ne connais pas. Donc j'ai pas été très créatif. L'adresse mail que je vais usurper, ce sera rh@rh.com, donc une adresse mail qui n'existe pas et qui partira sur l'adresse mail fictive YouTube que j'ai créée avec donc un sujet, un message et bien sûr un fichier, donc un CV au format docx. Alors je précise sur le format docx, c'est pas un fichier docm qu'on peut voir en général avec voilà, des macros à l'intérieur. Donc là, il n'y a pas il y a pas ce souci-là. Donc là, je vais pouvoir envoyer mon email. Il me dit que mon email a bien été envoyé. Et côté Windows, je reçois bien dans mes courriers classiques un CV YouTube
de la part du correspondant rh@rh.com. Voilà, donc là on reçoit notre email, donc totalement classique, avec bien sûr notre pièce jointe. Donc une pièce jointe, on va juste l'ouvrir, voilà, avec Word, on se prend pas la tête. On ouvre automatiquement, on attend, et voilà. Et là on peut se rendre compte tout de suite que déjà le fond d'écran a changé, alors que le fichier a à peine été ouvert, et que nos fichiers, donc on va pouvoir le voir, ont été chiffrés, hein. Là si je veux ouvrir par exemple mon fichier Excel, voilà, je peux plus du tout l'ouvrir, il me dit qu'il est invalide. Je peux plus du tout ouvrir mes images de chat non plus. Voilà, tout a été complètement chiffré. Ce qui est dingue, c'est que l'utilisateur n'a même pas eu besoin d'activer une quelconque macro. Il a juste eu à ouvrir le fichier pour que Exactement, le le ransomware se fichier déploie. était ouvert. Exactement, le fichier était ouvert en read-only. En plus, on peut le voir ici, on peut même le confirmer en cliquant ici. Donc il me dit que le fichier était ouvert seulement en mode lecture. Donc voilà, jusqu'ici aucun problème, il n'y a pas eu de macro. Le fichier n'a juste été ouvert sans être réellement enregistré. Donc ça, encore une fois, c'est une technique, mais quand on ouvre un fichier, il est quand même enregistré quelque part dans un fichier temporaire, enfin dans un dossier temporaire. Mais voilà, là il est ouvert juste en mode lecture seul. On peut voir que voilà, le fond d'écran a changé, je ne peux plus du tout lire mes images, je ne peux plus rien faire. Donc là, en temps normal, on va dire dans la culture classique, les gens ont pour habitude d'éteindre l'ordinateur et de dire oh là là j'ai fait une bêtise. C'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. La seule chose qu'il faut réellement faire, c'est tout simplement de couper le réseau. Voilà, on coupe le réseau, on coupe la machine du réseau. Si elle est connectée en Wi-Fi, on la déconnecte. Si elle est, on va dire, connectée par câble, bah, on enlève le câble, on l'arrache, on coupe, on l'enlève comme vous voulez gentiment. Mais voilà, le but c'est vraiment de la déconnecter du réseau. On n'éteint surtout pas la machine, tout simplement pour éviter de vider, on va dire, la mémoire, donc tout ce qui est mémoire volatile, donc la RAM. Le but ça serait de perdre des données sensibles, enfin des données très sensibles et très intéressantes. Et bien sûr, après, on ne touche absolument à rien, donc on n'installe pas d'outils, on ne verrouille même pas la session, ce qui ça va générer du bruit sur le disque et en RAM. On ne fait absolument rien. Éventuellement même, on pose un post-it sur l'écran, en gros, en disant ne touchez pas, absolument à rien faire. On déconnecte le clavier s'il y a un clavier connecteur USB. Enfin voilà, le but c'est que personne ne touche à la machine jusqu'à l'arrivée des spécialistes en investigation. Parfait, c'est de bonnes pratiques là que tu partages avec la communauté parce que c'est vrai que, surtout en prod aussi par expérience, généralement quand les collaborateurs font une gaffe, ils ont pour réflexe de redémarrer la machine ou essayer de faire en sorte de résoudre le problème par eux-mêmes. Non, dans ce cas-là, comme tu as dit, déconnecter, appeler directement les IT et c'est la meilleure des choses à faire. Exactement. Donc enfin, je précise encore une fois, donc on déconnecte juste l'ordinateur du réseau local et d'internet, enfin tout. Et bien sûr, bah, on touche absolument à rien. Donc même s'il y a un message d'erreur ou un beau message en disant que les fichiers ont été chiffrés, on ne le supprime pas, on ne débranche pas de clé USB, on ne branche pas de clé USB non plus. Enfin voilà, on ne touche vraiment à rien, on ne verrouille même pas la session. C'est vraiment des pratiques où on dit on touche à rien, on met un gros post-it sur le PC, ne pas toucher, c'est tout. Voilà, et on attend les experts pour pouvoir faire leur analyse. Côté analyse, l'expert, il va donc pouvoir faire une capture de la RAM. Donc il va pouvoir aller vider toute la RAM dans un fichier. Et pareil pour le disque. Donc on va appeler ça une copie de disque bit à bit. Donc on va vraiment Ok. aller faire une copie du disque directement. Donc là, comme on est sur une machine virtuelle, voilà, on peut tout simplement, alors il existe plusieurs façons de le faire, donc soit via des outils, donc on a sous Windows par exemple un outil qui s'appelle WinMem qui fonctionne très bien, qui permet de vider la RAM dans un fichier et de pouvoir l'analyser, mais sur des machines virtuelles, donc sur VMware, donc que ce soit de l'ESX, du Proxmox, de l'Hyper-V ou même du QEMU, du VirtualBox, enfin n'importe quelle machine virtuelle ou sur du cloud, tout ce qui est virtuel, et ben on peut aussi, la deuxième technique, c'est d'aller prendre une snapshot. Donc une snapshot, c'est tout simplement une capture de la RAM. Donc il capture la RAM. Donc là, je vais aller dans mes snapshots et je vais aller créer une snapshot. Je vais l'appeler forensic. Donc là, c'est une méthode qui fonctionne très bien aussi. Donc on pourrait soit directement depuis WinMem sur Windows par exemple, donc il y a d'autres outils, mais le brancher sur un support de stockage externe. Et bien sûr, le support de stockage doit être branché par un analyste qui va regarder à quelle heure il branche la clé. Et ainsi de suite pour pas avoir de mauvaises traces dans les logs. Une fois qu'on a récupéré donc la RAM, bah, on va pouvoir récupérer aussi le disque. Donc là, je vous remontre la technique la plus connue, hein, donc c'est tout simplement par le biais d'outils. Donc il existe aussi plusieurs outils, hein, il n'y a pas de souci sur ça. Moi j'utilise l'outil qui fonctionne très bien depuis plusieurs années, qui s'appelle DD. Donc là, avec YouTube, DD download. Et là, je vais pouvoir utiliser donc l'outil donc dd.exe. Et dd.exe donc fonctionne plus ou moins toujours de la même façon. Input file, donc là on lui donne tout simplement le disque complet. Donc ça va être device
hard disk 0, partition 0. Alors que veut dire cette ligne? En fait, tu vas dire tout simplement qu'il va aller chercher le disque dur, donc le disque 0, sur la partition 0. Donc la partition 0, c'est pour englober tout le disque. Parce qu'on peut très bien avoir plusieurs partitions, partition 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Donc là, on va demander à avoir tout le disque complet, enfin le disque complet avec toutes les partitions qui sont dessus. Et l'output file, donc là, ça va aller tout simplement sur donc un répertoire que j'ai monté. Hop, ici, donc dans un dossier tout simplement dédié à ça. Voilà, et on va l'appeler disque.raw par exemple. Hop. On lui donne le block size et on lui donne tout simplement voilà, une barre de progression. Et là, on le laisse donc se copier tranquillement. Donc là, il copie tout gentiment. Bien sûr, sur un support externe, parce que si vous copiez le disque complet, vous ne pouvez pas le copier sur votre propre disque, hein, il y aura un souci d'espace. Donc bien sûr, tout est copié sur un, donc l'output file sur un support externe. Donc moi, je l'ai monté dans un répertoire partagé pour la démonstration. Donc voilà, là, il a terminé donc sa capture. Donc on a un disque qui fait 20 Go, donc environ 20 Go sur du virtuel. Donc voilà, il nous a tout enregistré sur mon PC. Donc à partir de là, on va pouvoir reprendre directement mon terminal, CD Forensic, et c'est parti. Si je fais un ls, je me retrouve avec mon fichier VMM, donc qui est tout simplement ma snapshot, donc le virtual memory, donc ma snapshot fait sous VMware, et mon disque.raw. Donc si je fais un file sur disque.raw, on a bien un disque. Donc il dit MBR Windows 7 English, mais on est bien sur du Windows 10, c'est que le master boot record de Windows est toujours tagué en tant que Windows 7. Mais on est bien sur un disque. Si je fais un sudo fdisk-l sur disque.raw, voilà. On a bien notre première partition qui est le système UEFI, donc les quelques mégas de base avec l'UEFI, la partition réservée au Microsoft et la base de données Microsoft avec les disques classiques, donc les 20 Go qui sont là environ. Et derrière, si je vais faire un move tout simplement de Windows, je vais l'appeler memory.raw, ça sera plus rapide. Si je fais un file sur memory.raw, on a un fichier de données, puisqu'on est bien sur de la donnée pure et dure. Voilà. Donc à partir de là, on va ressortir notre ami Volatility. Donc Volatility-F pour le file name. Donc là, ils vont demander tout simplement le fichier memory. Et là, on va lui demander un image info. Donc l'image info consiste simplement à aller checker dans la base de données de Volatility si il reconnaît tout simplement la version du système d'exploitation qui est utilisée. Donc il existe plusieurs versions, hein, même en tant que Windows 10, Windows 8, 7 ou les Linux ou les macOS, selon les mises à jour, selon la version du noyau et ainsi de suite. Donc il peut nous proposer une version ou plusieurs profils pour pouvoir l'utiliser. Volatility nous a bien trouvé un profil, donc il nous suggère le profil Windows 10, voilà, en x64 version 19.041. Il nous donne quelques informations complémentaires comme la date et l'heure tout simplement de cette capture. Et l'emplacement, voilà, donc la partie nos PAE et tout ce qui va avec. Donc on va pouvoir analyser maintenant ce fichier mémoire avec l'argument "profil" est égal à ce profil. Et on va pouvoir exécuter quelques commandes. Donc par exemple la commande ps3 qui va nous permettre à Volatility d'afficher la liste des process sous forme d'arborescence. Donc si on reprend le premier, on voit qu'il nous affiche donc WinInit avec le PID et la date et l'heure de l'exécution de ce process. Et on voit que il a exécuté service.exe, qui a exécuté lui-même SVCE. Donc on peut voir vraiment la liste de tous les process qui sont en cours d'exécution sur la machine lors de cette capture. Donc on peut aussi avoir la commande semdayline qui peut être intéressante, qui permet d'afficher la liste des process selon l'ouverture, enfin depuis l'ouverture du système. Donc voilà, donc là on voit que Windows a démarré et on voit qu'il exécute winlogon et ainsi de suite. Donc on voit quand même pas mal d'informations qui ont été exécutées. Donc ce qui nous intéresse ici, ça va être les dernières actions effectuées. Donc les dernières actions effectuées, donc mis à part celle-ci, on voit la dernière, c'est l'exécution de WinWord, donc de word.exe, et il exécute le fichier cv.docx, donc il ouvre bien le cv.docx. On voit au-dessus qu'il y a Thunderbird, donc effectivement, Thunderbird a été ouvert pour lire nos mails. On a bien ouvert notre fichier avec Word. Donc comme nous avons la capture du disque, nous pouvons récupérer donc le fichier cv.docx dans le disque. Comme il a déjà été récupéré dans le disque, on va pouvoir faire un string sur ce cv. Et là, on va voir que les commandes string permettent d'afficher les chaînes de caractères de ce fichier.
Donc voilà, là il affiche toutes les chaînes de caractères qu'il arrive à trouver dans le fichier. Donc on a beaucoup d'informations et voilà, on a aussi beaucoup de rien du tout, entre guillemets, qui peut y avoir d'informations intéressantes, mais on a aussi beaucoup de blabla. Par contre, on a effectivement un outil qui s'appelle AllID, donc AllID qui est un script qui permet en fait d'analyser tous les documents Microsoft Office, donc Word, Excel, PowerPoint et j'en passe, afin de détecter s'il n'y a pas des macros, si le fichier est chiffré, la version du fichier, et ainsi de suite. Donc l'utilisation est très simple, ça va être AllID et le nom de notre fichier. Et là, il nous affiche donc en information, c'est bien un fichier au format docx et pas docm, donc on n'est pas sur un fichier avec un macro comme on pourrait l'avoir très souvent. C'est bien de l'OpenXML, donc en information, le fichier n'est pas chiffré. Il nous dit qu'il n'y a pas de macro en VBA, il nous dit qu'il n'y a pas de macro en XLM, et par contre il dit qu'il y a 3 liens, voilà, des liens hypertextes qui ont été découverts. Donc une fois qu'on a ces informations-là, on va pouvoir utiliser la command string, par exemple sur notre CV, qu'on grep http://. Donc j'aurais pu utiliser aussi https, parce que c'est un lien hypertexte, mais dans tous les cas, s'il y a un https, il sera pris en compte dans ce filtre. Donc là, on n'a qu'un seul lien qui retombe, enfin qu'une seule ligne. Voilà, on le voit ici, W3. Donc jusqu'ici, pas de souci. On se dit que voilà, on peut, on va dire, en déduire que le fichier est plutôt clean, entre guillemets, de ce côté-là. Donc on peut aussi exécuter le docx dans une sandbox pour voir le comportement et réexécuter ce fichier, on va dire, dans une zone isolée, dans un système isolé. Donc comme on voit absolument rien ici, il nous dit bien qu'il y a des liens, mais on trouve rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre Volatility, on va refaire un PS3 directement, et on va venir récupérer tout simplement le PID du process, WinWord, pour pouvoir faire un dump de ce process. Donc là, on va tout simplement faire un dump du process directement dans l'intégralité de la RAM, donc dans la RAM. Donc là, notre WinWord qui est ici, et le PID qui est le 3016. Donc là, on va faire un même dump-p, donc 3016, dump-dir est égal, et on va le sauvegarder donc à la racine de ce dossier. Donc là, il va nous extraire tout simplement la mémoire, donc il va nous faire un dump de ce process, qu'on va pouvoir analyser. Donc une fois que c'est fait, on va pouvoir faire un strings par exemple pour aller chercher les chaînes de caractères sur le process qui a été dumpé par Volatility. Et on peut grep par exemple sur http://. Et on envoie. Donc là, il en retrouve beaucoup de choses et c'est tout à fait normal, en sachant que la suite Microsoft Office pointe beaucoup vers tout simplement les liens Microsoft par exemple. Donc là, on va commencer à regarder un peu. On peut utiliser les commandes Linux pour faire du grep et d'autres commandes. Donc enchaîner les commandes pour pouvoir arriver à récupérer un peu ce qu'on veut. Donc il y a aussi effectivement d'autres outils qui peuvent exister. Et là, par contre, on voit qu'ici, on a une commande qui va récupérer un fichier encrypt.exe. Voilà. Donc là, sur un lien avec quelque chose d'assez sympa. Donc déjà, on a potentiellement un nom. Et bien maintenant, on va pouvoir faire un grep sur encrypt.exe. Et là, on voit bien qu'on a un dossier user appdata local temp encrypt.exe. Donc une fois qu'on a le lien, entre guillemets, on a le chemin de encrypt.exe, donc là effectivement le nom encrypt.exe est un nom totalement lisible par tout le monde, le nom du process est totalement flag, mais c'est pas grave. On va pouvoir utiliser donc la commande testdisk sur le disque qui a été dumpé, donc le disque de 20 Go. On va l'analyser et ici on va pouvoir se balader dans la partition, donc on est dans le disque. Donc on sait qu'il était dans le YouTube, on sait qu'il était dans appdata, local, on sait qu'il était dans temp, et là on peut voir donc encrypt.exe. Donc là je le copie, yes, et je quitte. Si je fais un file sur, on a le dossier user Windows YouTube data local encrypt, et on dit bien que c'est un PE exécutable. Donc à partir de là, lui, on va pouvoir l'analyser directement avec VirusTotal. Donc VirusTotal, on peut aller charger notre dossier, notre fichier, et on va voir le comportement qu'il va avoir. On peut aussi le lancer dans Kuko, donc Kuko qui est une sandbox qui permet donc de pouvoir exécuter les fichiers qu'on lui envoie, qui va les exécuter sur un Windows qui est déconnecté entre guillemets, et il va pouvoir nous envoyer un résultat, donc faire une analyse avant-après. Donc là on va lancer l'analyse, on va le laisser tourner. C'est une bonne pratique que
je donne souvent aux gens, à part si c'est des données sensibles, toujours lancer des liens ou des fichiers dans un environnement de sandbox. Comme ça, au moins, on peut voir le comportement, à quel process il fait appel, et on peut s'assurer de la fiabilité de celui-ci. Exactement. Donc en parallèle, on l'avait lancé sur VirusTotal. Donc VirusTotal nous retrouve effectivement, nous détecte 6 antivirus sur 69. Voilà, on a du McAfee qui détecte comme un ransomware. On a du CrowdStrike aussi, hein, qui détecte comme un ransomware. Et on en a un deuxième, donc alors lui je ne le connais pas, Malwarebyte apparemment, qui le détecte aussi comme un ransomware, donc on en a d'autres. On peut aller regarder les détails. Donc les détails, on a toutes les informations, donc les empreintes numériques du fichier, bien que c'est un Win32. Voilà, on a quand même des informations qui peuvent être assez intéressantes quand on commence à maîtriser la partie un peu reverse engineering aussi. On a pas mal de commandes assez sympas, les sections par exemple ici. Voilà, donc là on peut déjà dire que voilà, potentiellement on aurait trouvé notre malware. Et on va donc le lancer. On peut faire aussi une autre chose, vu qu'on a le nom on a l'exécutable, on a aussi l'adresse IP. Là, c'est dans notre cas, vu que c'est un lab, on a l'adresse IP de la machine locale. Mais dans un cadre réel, si c'est un VPS, on peut voir justement avec des solutions comme CrowdSec si l'IP elle est reconnue par la communauté et si elle a été flaguée en tant que indésirable ou malicieuse. Et exactement, et VirusTotal le fait aussi sur des URL, hein, il peut aussi les scanner. Donc ça peut être aussi un complément pour scanner, on va dire, tout ce qui peut être à peu près on va dire, potentiellement dangereux sur Internet. Donc là, on voit que côté Kuko, il a terminé donc l'analyse, il est en train de nous préparer, on va dire, de faire la comparaison avant et après. Donc il l'a exécuté, tout s'est bien passé. Donc là, on attend juste qu'il analyse le avant et l'après. Donc voilà, Kuko a terminé, et il me dit bien qu'on peut cliquer ici pour avoir les informations. Et là, il nous dit, voilà, effectivement, le fichier uncrypt.exe, enfin l'exécutable, il remonte bien un score de 8,6 sur 10. Donc pour lui, c'est quelque chose de dangereux. On peut voir ici les règles Yara qui détectent aussi des informations assez intéressantes. Donc on a un peu exécutable, voilà, c'est tout à fait classique. On a ici, qu'on a vu tout à l'heure un peu sur VirusTotal, hein. Donc voilà, du CrowdStrike, du Malwarebyte, on a pas mal de choses. On a des informations, ce qui peut être intéressant donc, en Python. Voilà, effectivement, il fait appel à Python. Donc, comme c'est un petit script que j'ai fait en Python, que j'ai pseudo-compilé avec PyInstaller, donc voilà, c'est quelque chose que j'ai fait voilà, le plus simple possible pour essayer de pas avoir à faire quelque chose en C ou quelque chose de bas niveau. Voilà, je voulais juste avoir quelque chose qui fonctionne. Mais voilà, on voit bien qu'effectivement, on a bien notre ransomware qui est fonctionnel. Et sur VirusTotal, on voit bien qu'il y a 6 antivirus sur 69 qui l'ont détecté. Voilà. Donc là, on a bien notre malware, mais il y a quelque chose de quand même plus intéressant que je voulais aussi te montrer, c'était tout simplement la lecture des logs, parce que les logs aujourd'hui c'est très important, et on l'a vu tout à l'heure, en fait Sysmon avait été installé. Donc Sysmon, ça permet vraiment de récupérer beaucoup de logs. Donc là, on va relancer test10, on va les analyser, on va retourner dans nos logs, et on va pouvoir aller dans Windows, Système 32, et on va se déplacer dans le dossier WinEvent. Donc là, il contient tous les logs, donc les logs des applications, les hardware. On a vraiment tous les logs Windows qui sont stockés au format EVTX. Donc nous, ce qui nous intéresse, donc on va pas faire le tour de tous les logs, mais on va voir qu'il y a le log de Sysmon qui nous intéresse, qui est ici. Et ben on va le copier. Je le copie ici. Et à partir de là, je peux faire un evtx-dump.py. Donc c'est un script Python. Et là, je vais le lancer sur Windows, System, WinEvent, Log, et je vais prendre le log. Et là, il va me donner tous les logs, voilà, au format donc texte en mode console. Alors c'est pas très sexy, c'est pas très lisible. Le mieux c'est quand même de pouvoir envoyer ces logs dans un SIEM directement via Kibana, enfin une interface comme Kibana, Grafana ou autre, pour pouvoir en fait lire ces logs plus facilement. Mais on peut voir qu'ici par exemple j'ai lancé un message. Donc effectivement j'ai lancé un message tout à la fin pour pouvoir exécuter le fichier PDF qui était chiffré. Et on peut voir après ici, donc pareil, hein, tous les messages sur le parent user ici. Donc on a vraiment le log au complet qui est ici, avec l'event ID, avec toutes les informations, la date et l'heure. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes à récupérer pour faire l'analyse. Si on aurait perdu les données du disque ou tout le disque aurait été chiffré,
on aurait perdu les logs. L'avantage du SIEM, c'est de pouvoir faire des copies de logs en temps réel et pour pouvoir les analyser sur un SIEM et pour pouvoir faire un diagnostic assez facilement aussi et assez paisible et de pouvoir aussi avoir des dashboards un peu plus sexy à, à visualiser, on va dire. Eh ben, merci Tristan, franchement c'était assez passionnant, assez fascinant. Tout compte fait, tes interventions le sont toujours. Les 2 premières vidéos aussi, la communauté avait adoré. J'espère que celle-ci, ils l'aimeront aussi. N'hésitez pas à nous donner vos impressions en commentaire. Avant de terminer, est-ce que tu aurais des bonnes pratiques à partager avec la communauté pour justement faciliter l'analyse forensique et pour éviter au maximum de se faire infecter par des malwares? Bah, alors déjà les bonnes pratiques, effectivement, bah, on repart depuis le début. On a vu qu'on avait un antivirus qui fonctionnait bien. On a vu qu'on était avec un pare-feu aussi qui était actif. Et on a très bien vu aussi qu'en ouvrant juste une pièce jointe en format docx, bah, on pouvait se faire infecter sans souci. On a vu aussi que le petit malware que j'avais créé en Python, qui était quelque chose de très simple, bah, il est quand même passé sans problème. Il a été détecté par aucune des solutions de sécurité qui étaient mises en place. Donc pare-feu et antivirus, voilà, classique. Donc moi je conseille fortement d'aller bien plus loin, surtout dans un cas d'entreprise, avec bah, si possible un EDR. Et bien sûr, bon, après, toutes les solutions de sécurité qui vont avec, les bonnes pratiques, ça s'oublie pas, c'est la base de la sécurité. Et bien sûr, éventuellement, la mise en place donc, d'un SIEM pour pouvoir bah, collecter les logs. Voilà, parce que là on a réussi à faire un dump de la mémoire et du disque avec voilà, des données qui n'étaient pas trop altérées. C'est-à-dire qu'on a lancé le malware et on a pu l'analyser directement, donc ça nous a permis de gagner du temps. Mais quand on ne sait pas d'où ça vient, quand on est vraiment sur un cas réel, on ne sait pas d'où ça vient, on ne connaît pas le nom de l'exécutable, on ne sait même pas si c'est un exécutable, ça peut être aussi une commande pour Shell ou autre. Donc là, c'est quelque chose qui est assez simple, mais dans la pratique, voilà, c'est quand même mieux de pouvoir externaliser les logs sur une plateforme donc centrale, hein, donc un SIEM, de pouvoir faire des dashboards avec des règles de corrélation qui sont voilà, toujours top. Et puis après, je dirais effectivement, donc la sensibilisation, il n'y a pas mieux pour pouvoir détecter ce genre de choses. Là, on l'a vu, hein, franchement, le fichier Word, en général, on voit pas mal de choses sur des docs M avec Metasploit et autres, et là, voilà, quelque chose d'assez simple passe encore. Donc voilà, faut faire vraiment attention à ce qu'on ouvre et dans quel cas. Merci beaucoup pour ton intervention. Avant de te laisser, est-ce que tu aurais tes réseaux à partager avec la communauté? Si on veut me discuter ou poser des questions ou autres, je suis disponible donc sur Discord ou disponible aussi sur LinkedIn s'il y a besoin. Donc si tu souhaites mettre la description, enfin le lien de mon LinkedIn, description, pourquoi pas. Au contraire, je serais toujours ravi de pouvoir répondre à des questions si besoin. Mais après, sinon voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires et j'espère qu'en tout cas ça continuera à plaire et de voir quelque chose qui peut changer un petit peu. Ça sera assez sympa. Sur ce, je te remercie et je te souhaite une excellente fin de soirée. Je vous dis à la vidéo prochaine, les amis. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, comme d'habitude, on like, on commente, on partage. Et très important, on s'abonne.